on présente habituellement une espèce d'équivalence entre deux dichotomies auxquelles les gens en général et les scientifiques en particulier sont présentés, qui est le fait qu'il y a une dichotomie entre le macroscopique et le microscopique. Nous sommes tous habitués à ça, nous savons qu'il y a une structure microscopique sous-jacente à notre situation, que l'on dit en général équivalente avec la dichotomie entre la physique classique, qu'a mentionné Patrick tout à l'heure, la philosophie, la mathématique et la physique, on a tous appris à l'école, mais hérité de Newton, et la physique quantique, qui est la physique des phénomènes à l'échelle atomique et subatomique. En général, on dit, bien voilà, le macro est classique, le micro est quantique, point. Alors cette équivalence, je vais essayer de la questionner un petit peu dans cet exposé, et vous montrer que les choses ne sont pas aussi simples, et en même temps sont beaucoup plus riches que cet aspect un petit peu réducteur. Alors tout d'abord, rappelons rapidement, très rapidement, quelques points clés de la mécanique classique. Eh bien, nous vivons dans un espace que Newton a défini comme étant un espace absolu, après d'autres. Dans cet espace, il y a des points matériels, idéalisation de particules ou d'étoiles, et ces points matériels suivent des trajectoires, solutions d'équations différentielles. Tout le monde a plus ou moins entendu F égale m gamma à l'école. Alors, en mécanique quantique, changement de décor, il y a des états et des fonctions d'onde telles qu'elles ont été introduites par Heisenberg, Schrödinger et Max Born. Alors, je ne vais pas évidemment même tenter de faire une description technique de ces objets, mais je vais essayer de vous raconter comment se passe l'accès à l'information en mécanique quantique. Eh bien, si vous voulez savoir, par exemple, où est ce vidéoprojecteur, en mécanique quantique, il faut être poli, il faut lui poser la question, c'est-à-dire il faut effectuer une mesure. Il faut mesurer la position de ce vidéoprojecteur, et la réponse va être toujours très précise, mais elle va être complètement aléatoire. Vous allez vous dire, le vidéoprojecteur est là, mais en fait, le vidéoprojecteur, vous pourrez vous répondre qu'il est là, ou qu'il est là, ou qu'il est à n'importe quel point de cette salle. Alors ça résulte du fait qu'en mécanique quantique, un système, par exemple ce vidéoprojecteur, s'il était quantique, peut être dans un état qui est une superposition d'états qui, eux, sont bien déterminés. Un état qui va vous répondre toujours ici, un état qui va vous répondre toujours là, un état qui va vous répondre toujours là, etc., etc. Alors ce principe de superposition, qui est fondamental en mécanique quantique, que va beaucoup utiliser Olivier, qui va illustrer brillamment par la suite, eh bien ce principe de superposition est vraiment un des points essentiels de la mécanique quantique. Et alors, la troisième chose qu'il faut signaler, c'est, alors je ne veux pas porter la poisse à quiconque ici, mais vous savez que si par malheur vous êtes flashé sur l'autoroute, eh bien qu'est-ce qui se passe? Vous avez un radar qui va mesurer votre vitesse et ensuite qui va prendre une photo de vous pour mesurer la position. Et il viendrait à l'esprit de personne d'imaginer que si jamais le radar prend d'abord la photo, c'est-à-dire mesure la position, et ensuite mesure votre vitesse, le résultat puisse être différent. On imagine tous que le résultat va être le même. Eh bien, ce credo s'effondre en mécanique quantique. Et en mécanique quantique, les résultats statistiques de ce que vous obtenez lorsque vous effectuez des mesures dépendent de l'ordre dans lequel vous effectuez les mesures. Alors, vous voyez, j'ai essentiellement dit 2 phrases, et ça a permis de présenter 3 grains de sel vraiment très importants de la mécanique quantique. Presque toute la mécanique quantique est là-dedans. Le non-déterminisme, les réponses au hasard, bien que très précis, j'y reviendrai après. L'idée de superposition et l'idée de non-commutativité qui fait que l'ordre des mesures ou des opérations en général que l'on fait dépend, est signifiant. Ces 3 grains de sel, moi je les vois comme des grains de sel, mais il y a encore des gens qui les voient comme des grains de sable dans un merveilleux rouage newtonien, et il y a encore quelques personnes qui persistent à dire qu'il y a des problèmes à la mécanique quantique. Alors, je maintiens que non, c'est un point de vue qui est quand même partagé par beaucoup de physiciens, et je pense par mes collègues ici. Et en tout cas, si je prends par exemple le concept de superposition, que bien des gens disent qu'il est antinaturel, disant qu'il n'est pas naturel, eh bien en fait on y est confronté en permanence. Je prendrai juste un exemple, et hors de la physique quantique. Si vous prenez par exemple un portrait de Picasso, un portrait cubiste, eh bien qu'est-ce que c'est qu'un portrait cubique? C'est la superposition sur une toile de plusieurs points de vue d'un même objet. Et c'est quelque chose qui remonte presque à l'Antiquité. Vous trouvez dans Piero della Francesca la même idée. Donc si vous voulez, en fait, on peut montrer, je n'ai pas le temps de le faire ici, que toutes les idées de la mécanique quantique, finalement, nous sont familières, en dehors, évidemment, de la structure de la science classique. Donc, pour résumer, les objets classiques ont des propriétés qui sont définies a priori, contrairement aux objets quantiques qui doivent être mesurés. Et on voit dans ces 2 lignes, ici et ici, apparaître 2 paradigmes mathématiques qui sont très différents.
disons un paradigme mathématique qui, en ce qui concerne la mécanique classique, serait plutôt d'ordre géométrique, un espace, des trajectoires, et pour la mécanique quantique, serait plutôt d'ordre, disons, pour être vraiment très rapide, d'ordre algébrique, puisqu'on a des choses qui ne commutent pas entre elles, etc. etc. Alors, on pourrait s'arrêter là et dire, bon, mais très bien, il y a d'autres parties de la physique ou des paradigmes qui ont besoin de mathématiques très différentes. Seulement, le problème, c'est qu'on est bien conscient que nous vivons dans un seul monde et que ce monde contient à la fois le microscopique et le macroscopique et qu'en plus, ce monde est quantique. Alors ça, je pense vraiment que le monde dans lequel nous vivons est quantique, beaucoup de gens le pensent, et en particulier, si les gens viennent vous voir en vous disant que la mécanique quantique est contre-intuitive, eh bien, répondez-leur à leur prévers et dites-leur que c'est la faute de leur intuition. Donc, la façon d'essayer de concilier ces deux paradigmes différents à l'intérieur d'un même monde quantique, eh bien, on peut le voir assez facilement en imaginant que le quantique est comme cette table ici, elle a un bord, comme cette table a un bord. Et le bord est réalisé lorsque les caractéristiques de votre système sont grandes par rapport alors à une constante universelle qu'il faut citer quand même, qui est la constante de Planck, que l'on note avec un H barré comme ceci, qui a une petite valeur. Il faudrait mettre des unités, je ne le fais pas évidemment. Et donc le bord quantique, la chose contre laquelle vous butez, c'est lorsque les caractéristiques, par exemple ma vitesse, mon impulsion, il faudrait parler d'action mais je ne le fais pas, sont grandes par rapport à la constante de Planck. Et il est traditionnel de dire que, eh bien voilà, c'est merveilleux, quand on arrive au bord de ce quantique, on retrouve la mécanique classique. Alors c'est une autre chose que je vais questionner, parce que ce que je vais vous montrer, c'est que le classique, il est certainement dans le bord du quantique, mais il ne sature pas le bord du quantique, et en fait, dans le bord du quantique, il y a encore une région qui n'est pas classique, et qui est une espèce de superposition entre classique et quantique. Alors, cela dit, en général, effectivement, lorsque vous vous rapprochez de ce bord, vous retombez au niveau de la mécanique classique, et ce n'est pas incompatible avec l'indéterminisme qu'on avait tout à l'heure, parce qu'il suffit de dire, si vous êtes sûr que si vous mesurez la position de ce vidéoprojecteur, il va toujours être là, et dans 10 minutes, si personne ne le bouge, il sera toujours là. Mais ça, c'est un effet tout à fait non déterministe, entre guillemets, si vous considérez qu'il a une probabilité 1 d'être là, et une probabilité 0 d'être ailleurs. Donc vous voyez bien que vous avez un bord parce que vous extrémisez les valeurs de probabilité. Donc, vous retrouvez bien la fin de l'indéterminisme, entre guillemets, et vous retrouvez la mécanique classique. Et donc ça, c'est en général. Alors les méthodes pour prouver ça, parce que le contenu de tout ça, c'est des théorèmes, des théorèmes rigoureux en mathématiques, eh bien les méthodes utilisées sont en fait très anciennes, elles même précèdent quelquefois la mécanique classique, et ces méthodes sont assez indirectes, et elles sont difficiles, elles reposent sur des études d'oscillation, un petit peu comme quand on passe de l'optique géométrique, de l'optique physique à l'optique géométrique, pour les gens qui connaissent. Et par exemple, c'est beaucoup plus difficile que de comprendre comment est-ce qu'on passe du monde relativiste au monde non relativiste quand les vitesses sont petites par rapport à la vitesse de la lumière. C'est très indirect, mais alors du coup, c'est beaucoup plus riche, et je les ai utilisés personnellement pour des problèmes d'océanographie, et aussi en topologie de basse dimension. Donc là, il n'y a pas du tout de mécanique quantique, mais les méthodes, comme souvent en mathématiques, se trouvent transposables et utiles pour d'autres domaines que ceux pour lesquels elles ont été initiées. Alors il y a un mais, évidemment, sinon on s'arrêterait là. Et le mais, c'est ce que Patrick a signalé tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la physique des dernières 30 ou 40 dernières années, ce qu'on appelle la physique des atomes froids, par exemple dans le laboratoire Kastler à Bruxelles, à l'école normale, eh bien, les physiciens ont mis en évidence expérimentalement des atomes qui sont uniques, un seul atome, vous prenez un atome de rubidium, et vous lui donnez tellement d'énergie qu'il grossit tellement sous forme, parce qu'il arrive à garder cette énergie, qu'il arrive à avoir une taille effective qui est de l'ordre de la taille d'une petite bactérie, c'est-à-dire essentiellement le micromètre. Un seul atome. Alors dans une bactérie, peut-être qu'une cellule biologique, mais il y a énormément de molécules, il y a énormément d'atomes. Eh bien, un seul atome, à lui seul, peut occuper un volume qui est quasiment macroscopique. On pense même que dans l'espace, il y a des atomes qui occupent des volumes encore plus macroscopiques que ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous voyez que dans ce bord que je vous avais vendu tout à l'heure, il y a encore des traces de quantique, puisque c'est un atome qui est quantique. Et donc, vous avez un phénomène qui se passe, c'est-à-dire que vous gardez des traces du quantique qui persistent même dans ce bord macroscopique. Alors un exemple que je vous montrerai très rapidement tout à l'heure, c'est qu'une des conséquences, c'est par exemple des phénomènes d'ubiquité, que je vous décrirai tout à l'heure. Donc pour résumer ce transparent, cette situation suggère un défi. Alors pourquoi est-ce que c'est un défi? Eh bien parce que vous voyez que vous êtes au bord classique
donc vous aimeriez utiliser les mathématiques de la mécanique classique, mais vous avez des traces de mécanique quantique, donc vous voulez aussi utiliser les mathématiques de la mécanique quantique. Or, je vous ai montré que les paradigmes étaient différents. Donc il faut trouver des mathématiques qui correspondent à cette situation et qui auront à la fois une saveur géométrique, à la fois une saveur algébrique et surtout une grande saveur d'analyse. Alors, les mathématiques correspondant, j'essaie donc de vous motiver cette idée-là. Il faut comprendre ces phénomènes-là. C'est aussi des outils qui servent énormément, qui dépassent, comme je vous l'ai dit, le cadre mathématique. Ça se place dans un grand courant d'études des équations aux dérivées partielles avec des méthodes asymptotiques. Je ne veux pas parler là-dedans, mais enfin, c'est une discipline mathématique en soi. Et ça pourrait avoir des applications. Alors, pourquoi est-ce que ça pourrait avoir des applications? Eh bien, tout simplement parce que ces situations-là, physiquement, sont très importantes à l'heure actuelle. Des gens pensent même que peut-être un jour elles auront des applications technologiques. Je me rappelle un séminaire dans le cours de Serge Roche où il y avait quelqu'un qui présentait en disant qu'on aura peut-être bientôt des puces électroniques qui sont des atomes froids et qui présenteront ce genre de phénomène. Alors, des situations technologiques vers lesquelles les gens imagine qu'on pourrait arriver, indépendamment des maths, ce sont les ordinateurs quantiques. Alors là, il y a beaucoup de points d'interrogation, parce qu'on ne sait pas si ce sont les maths, la physique ou la technologie qui permettra de construire des ordinateurs quantiques. Alors, ça me permet d'utiliser cette tribune ici pour un plaidoyer et pour invoquer et pour implorer la patience que les gens doivent avoir pour les applications mathématiques. Des mathématiques qui sont faites maintenant pourront avoir des applications, mais peut-être dans 20, dans 30 ans, on ne sait pas. Je voudrais vous donner deux exemples. Au tout début du XXe siècle, il y avait un mathématicien qui s'appelait Gödel, qui a eu cette idée folle qui consistait à coder tous les énoncés mathématiques par des nombres. Et il a fait ça tout simplement pour des problèmes fondationnels de mathématiques, qui était l'idée de savoir si les mathématiques pouvaient être fondées sur l'arithmétique. Eh bien, coder tous les énoncés mathématiques ou autres, par exemple tout ce qui est ici par des nombres, c'est exactement ce que fait l'ordinateur qui est ici. Et bon, c'est à la mode maintenant, puisque vous savez que Turing est sur tous les écrans de cinéma de la capitale et du pays. Eh bien, les motivations de Gödel n'étaient absolument pas de construire des mathématiques, et pourtant des ordinateurs, et pourtant l'idée a perduré. Alors, un autre exemple que je vais signaler, c'est les ondelettes. Peut-être des gens ont entendu parler, les ondelettes, c'est un outil de théorie du signal, et les ondelettes sont nées en partie, elles sont nées par un phénomène d'ubiquité en plusieurs endroits, mais une partie de la naissance des ondelettes résidait exactement dans les méthodes dont je vous ai parlé ici, ces méthodes d'oscillation pour le retour au classique à partir de la mécanique quantique. Et bien maintenant, tout le monde utilise les ondelettes parce que les ondelettes sont dans JPEG. JPEG 2000, mais enfin, elles sont dans JPEG. Alors voilà, au fond, mon exposé pourrait s'arrêter là, je dois peut-être arriver au temps, mais enfin, je prends encore quelques minutes, pour vous dire que, voilà, j'ai essayé de vous motiver pourquoi des mathématiques qui sont un petit peu différentes des mathématiques actuelles à cause de cette double chaise sur laquelle elles sont assises, sont trouvées, mais je voudrais essayer de vous présenter un petit peu, de vous faire sentir les concepts tels qu'ils se présentent. Alors, pour ça, je vais vous amener à la foire du trône, et vous avez tous, je suis sûr, 2 minutes, 3 minutes. Je suis sûr que vous avez tous participé une fois à une expérience de montagne russe, bien que maintenant c'est un peu disparu. Une montagne russe, qu'est-ce que c'est ? Vous êtes dans un petit train, vous arrivez au sommet d'une montagne, vous vous arrêtez presque, et tout est calculé pour que justement vous arrêtez presque, afin d'être bien effrayé par l'accélération qui va suivre. En fait, vous vous arrêtez presque, et vous pourriez au fond vous arrêter complètement, parce qu'au sommet d'une montagne russe, si vous déposez une petite particule classique, eh bien, elle va être dans un état d'équilibre. Mais cet état d'équilibre va être instable, elle va avoir tendance, par le simple, comme on dit maintenant, mouvement d'aile de papillon, elle va avoir tendance à tomber d'un côté ou de l'autre. Alors, si vous voulez une image quantique de ça, vous allez voir chez Dali, et vous allez voir les montres molles. Vous voyez que lorsque vous regardez cette montre-là, eh bien, si la montre était dure, elle resterait sur le morceau de bois-là. Mais comme elle est molle, elle tend, elle fond des deux côtés, et elle se met à tomber des deux côtés. C'est ce qui se passe en mécanique quantique, où la particule ne va pas rester là, ou ne va pas tomber d'un côté ou de l'autre, mais elle va fondre, elle va remplir tout l'espace qui est ici, et tout l'espace qui est là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je suis obligé d'aller vraiment très vite. Ça veut dire que, du point de vue classique, ce que je viens de vous décrire, ça consistait à avoir une position d'équilibre, une trajectoire vers la droite, une trajectoire vers la gauche, alors qu'en mécanique quantique, vous avez une position d'équilibre et toute la partie droite, toute la partie gauche. Et donc finalement,
la réconciliation que vous faites entre les deux, c'est que vous avez un nouvel espace qui a 3 éléments, pas 3 dimensions, 3 éléments, 3 points simplement, qui sont la partie gauche, le point d'équilibre, la partie droite, et donc vous allez jouer avec cet espace. Alors vous allez me dire, un espace à 3 éléments, c'est complètement ridicule. Eh bien non, vous pouvez mettre une structure mathématique là-dessus qui vous fait à avoir beaucoup de saveur à cet exemple. Alors, dans les montagnes russes, on aime bien mettre plusieurs bosses. Qu'est-ce qui se passe, et je finirai après ça, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez plusieurs bosses, comme c'est le cas dans les montagnes russes? Au niveau classique, eh bien, vous pouvez tomber d'un côté, et à ce moment-là, vous allez aller jusqu'à la bosse suivante, ou bien tomber de l'autre, vous allez aller jusqu'à la bosse suivante de ce côté-là, vous pouvez jouer à ce jeu-là. Et lorsque vous êtes en mécanique quantique, vous vous étalez comme ceci. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vous commencez là, puis vous étalez un petit peu, hop, et finalement vous êtes revenu sur les 2 bosses à la fois. Et bien finalement, voilà l'ubiquité dont je vous ai parlé. Vous êtes finalement relocalisé sur 2 états différents. Et donc vous êtes en 2 états différents. Vous avez un seul objet qui est dans 2 états différents. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu curieux. Alors c'est effectivement très curieux, et c'est vrai. Mais effectivement, si jamais vous demandez, c'est-à-dire si vous effectuez une mesure de façon à savoir où est-ce que vous allez être, alors la mesure va vous dire non, le vidéoprojecteur il est sur cette bosse, il n'est pas sur cette bosse-là. Et donc vous voyez que vous avez deux phénomènes qui se ressemblent, mais qui sont de nature complètement différente. Alors, pour résumer le tout, le classique est déterministe. La grande phrase de Newton, c'était « il faut résoudre des équations », mais notre père, le père de tous les mathématiciens, qui s'appelait Henri Poincaré à la fin du XIXe siècle, a montré, c'est très à la mode, vous le trouvez dans les chansons de Benabar, que le chaos est imprédictible. Et cette imprédictibilité doit être confrontée à l'indéterminisme dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait qu'un objet quantique peut vous répondre à peu près tout ce qu'il veut. Et bien dans ces régions du bord quantique, qui ne sont pas encore tout à fait classiques et ne sont plus tout à fait quantiques, eh bien ces 2 concepts se fondent dans le même concept. Alors, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer avec la localisation sur les 2 boules. Conclusion. Donc, si l'on veut se placer à notre échelle macroscopique, mais dans des situations où la mécanique quantique perdure à perturber et à vous présenter ses effets, vous devez abandonner l'idée de points matériels. Il n'y a plus de points matériels. Vous voyez que tout à l'heure, je vous ai montré que les parties vertes et bleues du dessin de tout à l'heure faisaient que tout d'un coup, vous occupez toute une région de l'espace, vous vous délocalisez sur une région de l'espace, il n'y a plus un seul point matériel. L'espace qui est correspondant, eh bien, son espace dont les éléments sont ces objets, soit ces objets étendus qui sont des invariants de la dynamique classique, je vous demande d'accepter les mots tels qu'ils viennent, ou bien ça peut être un élément, peut-être les 2 points correspondant aux 2 sommets des bosses, donc vous voyez que vous avez un phénomène d'ubiquité, mais qui est complètement incorporé dans le formalisme, et puis vous trouvez une dynamique sur cet espace, et cet espace est vraiment d'ordre géométrico-algébrique, puisqu'il est en quelque sorte, il va absolument concilier les 2. Là, le retour à la philosophie, et c'est ma dernière phrase, c'est que vous n'avez plus un espace absolu, et c'est ça qui est merveilleux, c'est que finalement, la dynamique va vivre sur un espace qui dépend lui-même de la dynamique. Donc vous avez une espèce d'interaction entre les 2 très compliquée. Et là, j'ai vraiment fini. L'espace nous réserve encore bien des surprises, et il y a fort à parier que ces surprises vont être encore mathématiques pour de longues années. Je vous remercie.